Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 3 février, ce matin, je reçois celui que j'ai d'abord rencontré un été dans le coin d'une assiette. Et oui, mesdames et messieurs, c'était en mangeant une tomate. Une tomate comme je n'en avais jamais mangé auparavant. Et bien sûr, derrière ce légume, il y avait un maraîcher. Olivier Durand, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément. Alors, face à la dématérialisation de tout et la tertiarisation de nos sociétés, est-ce que ce n'est pas ça qui est merveilleux chez les artisans dont vous faites partie? C'est de vous rencontrer d'abord par ce que vous faites, en l'occurrence par la nourriture, par ce qu'on mange. C'est finalement une relation très forte que vous engagez avec les gens qui consomment vos légumes. Oui, nous on fait des choses simples. Voilà, on fait pousser des légumes et après on partage ça avec les clients. Et ce qui nous lie, on va dire, c'est le produit. L'amour du beau produit, du bon produit et des choses bien faites. Les plus grands chefs de Nantes et de Paris désormais veulent travailler avec vous, mais finalement avec mon histoire de tomate, là, c'est en découvrant le produit très simplement, juste je me souviens peut-être avec un petit filet d'huile d'olive, que tout votre travail se révèle. Oui, souvent on va dire l'essence de ce que je fais, c'est un peu d'être perdu face à ce qu'on peut trouver comme légumes dans les étals, sur les supermarchés, etc. Et connaissant la diversité qui existe, justement au niveau des tomates, il y a plus de 1000 variétés. Et souvent on mange toujours la même tomate, mais il peut y avoir une tomate justement pour manger crue, des tomates à cuire, des tomates cœur de bœuf avec pleine de chair. Voilà, il y a beaucoup de textures, de goûts différents. Et toute cette diversité est souvent oubliée, on l'a perdue, et très intéressante à aller redécouvrir. Est-ce que vous choisissez des chefs qui transforment peu vos produits, finalement, qui font une cuisine qui se concentre directement sur la qualité produit et peu de transformation? Ce qu'il faut surtout, c'est que le chef aime le produit. Voilà, qu'il y ait un lien. C'est-à-dire que ça va de la graine jusqu'à l'assiette. Il faut qu'il y ait une continuité dans la philosophie, dans la façon de travailler, dans le respect du produit. Et là, c'est intéressant parce qu'on fait c'est complémentaire. Là, il y a le coup de main, on va dire, du maraîcher, mais il y a le coup de patte du chef. Et les deux ensemble, on arrive souvent à des résultats très intéressants. Ça représente combien de restaurants avec lesquels vous travaillez aujourd'hui? Une dizaine. Une dizaine de restaurants, ouais. Répartis sur Nantes essentiellement, dans son agglomération, et Paris un petit peu? Il y a Nantes, Noirmoutier et Paris. Alors je vous ai annoncé la semaine dernière aux auditeurs comme un magicien qui travaille sans artifice. Est-ce que je leur ai menti? Comment est-ce qu'on fait pour faire sortir de terre des légumes de cette qualité-là? Alors, le terme sans artifice, c'est vraiment très important pour moi. On essaye d'être le plus naturel possible. Donc on va mettre aucun traitement sur nos produits. Donc les tomates, il n'y aura aucune bouillie bordelaise, aucune préparation, macération, etc. Aucun produit. Qu'est-ce que c'est la bouillie bordelaise pour les auditeurs qui Bouillie bordelaise, c'est une solution à base de cuivre qu'on utilise notamment pour lutter contre le mildiou en préventif. Le mildiou, c'est? Mildiou, une maladie, un champignon cryptogamique qui s'attaque aux tomates et qui fait souvent des taches noires sur les feuilles. Votre histoire, est-ce que vous n'êtes pas né avec des bottes en caoutchouc dans un potager? Comment est-ce que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Si, un petit peu? Ouais, pas loin. J'ai la chance d'avoir grandi un peu à la campagne et très tôt d'avoir pu avoir un potager. Donc à l'âge de 6 ans, j'ai déjà commencé à avoir un potager. Et mon père étant cuisinier, on avait la chance de suivre du potager, aller goûter dans les cuisines, travailler un peu le produit. Et ça m'a donné le goût vraiment du légume. Donc j'avoue que je suis tombé dans la marmite et dans le potager tout petit. C'est quoi votre formation après? Est-ce que vous êtes ingénieur agronome avant oui. d'être... Après, j'ai fait des études de technicien d'abord. Après, j'ai poussé en agronome, ingénieur agronome. Et ce qui m'a permis de pas mal voyager et d'aller travailler dans différents pays. Il faut être ingénieur agronome pour être un bon maraîcher aujourd'hui? Non, pas forcément. Il faut aimer ce qu'on fait comme tout, quoi. Si la passion, c'est ça qui nous fait apprendre, qui nous fait évoluer. On va dire, le fait d'être ingénieur agronome m'amène une base scientifique, mais après il y a tout un côté ressentir, du ressenti, de comment pousse le légume, du climat, des interactions, et il faut réussir à
coupler les deux. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on joue, ça devient un jeu. On joue avec les légumes. Les voyages, vous en parliez rapidement, vous l'évoquiez. Qu'est-ce que c'est? C'est dans quel pays et comment ça a nourri en fait votre parcours et votre expérience? C'est ce que vous faites aujourd'hui? Donc, l'idée à la base, c'était d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir voyager. Quand on est jeune, on a plus de possibilités. Et après, de me réenraciner, on va dire, dans mon terroir nantais. Et j'ai eu la chance de vivre un an au Japon, notamment à côtoyer les maraîchers. J'ai eu la chance d'aller en Bolivie, travailler sur la quinoa, donc dans des plateaux à 4000 mètres d'altitude, donc dans des conditions assez extrêmes. Il n'y a pas un arbre, on est des sols, vraiment, c'est que du sable. Et les gens arrivent à produire quelque chose là-bas. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est dans le fait notamment d'être agronome, c'est de s'adapter au milieu et en sortir quelque chose pour nourrir quelqu'un. Là, je vais m'adresser à l'entrepreneur. Sur quelle surface d'exploitation vous travaillez? Qu'est-ce que ça représente en fait aux Sorinières? Alors, c'est particulier parce qu'on est une des plus petites exploitations, mais j'aime pas le terme exploitation, une des plus petites fermes françaises avec un demi-hectare en maraîchage. Donc 5000 mètres carrés avec moitié une serre, une vieille serre qui date des années 70, donc une serre qui, on va dire, j'hérite un peu du patrimoine maraîcher nantais, et l'autre moitié en plein champ. Une serre, c'est ce qu'on appelle dans votre jargon sous-abri froid, c'est ça? C'est qu'elle n'est pas, oui. Pas chauffée Il peut y avoir sous-abri chaud, là, si elle est chauffée. Nous, on a décidé de ne pas utiliser d'énergie fossile, donc on reste sur quelque chose de toujours dans l'idée naturelle. Et la serre n'est pas du tout chauffée. Avec quels moyens de production? C'est mécanisé ou il y a un peu de traction animale quand vous travaillez la terre? Non, on est pas mal mécanisé, mais il faut avouer qu'au début, quand j'ai commencé avec rien. Donc on faisait beaucoup de choses à la main. À la force du poignet, des bras. C'est quoi les investissements de départ? Comment est-ce qu'on se lance? Avec des fonds propres? On a une banque qui vous accompagne? On prend des risques? J'avais un petit pécule de départ. Et puis, la priorité, c'est de vendre. Hein. Si on ne vend pas, on n'a pas d'argent. C'est du commerce simple, quoi. Il faut vendre, donc il faut produire. Il faut produire plutôt de façon qualitative, parce que sinon, les clients, ils vont pas revenir. Donc, on n'a pas le choix. Et c'est ça qui est intéressant, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. Les premières années, on ne voit pas le jour. Et là, après 3 ans... là j'entame même ma 5e année, mais au bout de 3 ans la viabilité, on va dire, économique de la structure était déjà faite. Ça veut dire concrètement que sur une aussi petite surface on peut être rentable aujourd'hui? On peut être rentable. C'est intéressant de voir l'évolution, on va dire, du maraîchage, où dans les années 70-80, on est parti sur du maraîchage extensif, donc avec beaucoup de mécanisation, monoculture, et sur des grandes surfaces. Et maintenant, je vais dire par exemple un exemple, à Nantes, si on veut une structure de mâche rentable, il faut au moins 50 hectares, ce qui est énorme. Et là, on va un peu à contre-courant, en ayant une petite surface, très très bien. On essaye un structuré avec une optimisation des surfaces et moins de perte de temps possible au niveau des trajets, etc. Donc vraiment penser la surface autour de l'humain, quoi. Vous avez des employés avec vous? Oui. Combien? Alors cette année, je vais faire une embauche et sinon j'avais des saisonniers jusqu'à présent. Pour revenir à vos clients, on a parlé des restaurants tout à l'heure. À quoi ils ressemblent ces clients? Il n'y a que des restaurants? Vous avez aussi des particuliers? Comment ça fonctionne? Et puis sur quel territoire? On a parlé un peu de Nantes et Noirmoutier et Paris. Alors c'est important pour moi d'avoir les deux, parce qu'en tant que consommateur, j'étais frustré justement de ne pas trouver les légumes que je voulais. Donc j'ai moitié, on va dire, pour les restaurants, mais moitié aussi pour les particuliers, où on est sur une clientèle locale, on va dire, autour des Sorinières, mais aussi Nantes. Et voilà, c'est une super relation. Moi, j'adore vraiment mes clients et le marché, parce qu'on interagit. C'est vraiment un moment d'échange le samedi matin. Est-ce que pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de suivre un petit peu votre voie, est-ce qu'il y a encore de la place concrètement et un marché potentiel pour des exploitations agricoles ou maraîchage sur le territoire? Oui, je pense qu'il y a une demande quand même assez importante
qui est pas fournie. Donc, et ce type de maraîchage est intéressant parce qu'on est sur petite surface, donc on mange pas beaucoup de terrain. Et je pense intéressant d'avoir ça aussi proche de Nantes, proche des habitations. Et il y a un côté social aussi qui est non négligeable d'avoir une structure comme ça. C'est-à-dire que les gens viennent, moi je vois les gens du quartier, et les infos s'échangent. Contrairement à des endroits où on va être plutôt anonyme, chacun va y aller à des heures différentes. Là, c'est un point de rendez-vous entre 10h et midi, et du coup, les gens, ça échange. Et les gens se connaissent. Et ça donne une dynamique au territoire, et ça, c'est vraiment important. Vous parliez tout à l'heure que bon, les premiers moments, ils étaient un petit peu difficiles quand on se lance. N'importe quel chef d'entreprise, entrepreneur le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du temps pour vous, pour partir en vacances, pour la famille où on se lève, à quoi ça ressemble une journée d'un maraîcher? Journée de maraîcher, là ça se calme. On va dire comparé aux 3 premières années. J'ai aussi maintenant des enfants, donc voilà, ça change beaucoup la donne. Et on essaye de structurer justement pour ne pas perdre de temps dans tout ce qu'on fait. Et d'avoir une surface limitée, ça permet de gérer ça. On est allé en vacances, mais après on est décalé, c'est-à-dire que les vacances pour nous c'est en ce moment. C'est pour ça que je peux venir facilement, sinon en saison, à 7h du matin, on est souvent sur la structure à bosser, on profite justement des températures fraîches et voilà. Alors, on a beaucoup de chance ce matin parce que vous n'êtes pas venu tout seul, accompagné par quelques produits et quelques légumes. Est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce que vous avez emmené ? On a la chance évidemment d'être filmé, donc peut-être nous montrer déjà... C'est pas évident parce qu'il fait vraiment très très froid. D'accord. Ils sont moitié gelés, mais ils ont été récoltés hier. Donc hier par exemple pour la récolte, on n'a pas pu récolter avant 11h parce que tout était gelé, notamment les navets étaient gelés. D'accord. Donc c'est intéressant d'avoir des navets à cette période-là. Et on est sur un navet blanc et un navet type kabou, qui est un navet asiatique et qui a une structure assez dense à l'intérieur. Ça, ce sont des légumes qu'on ne trouvera jamais en grande surface. Le problème, c'est que c'est assez périssable. Au niveau du feuillage, le feuillage s'abîme vite. Donc, il faut vraiment avoir un circuit très court et du frais. Il peut, c'est une volonté après à avoir, mais c'est le problème, ça s'abîme très très vite et après, c'est moins beau. Déjà là, ils ont été récoltés hier. Bon, ils ont un peu froid cette nuit, mais on voit que le feuillage s'est un peu mâché. Comment est-ce qu'on les consomme, ces produits-là, très simplement Si on peut manger cru. On peut les croquer. Voilà. Comme ça. Donc transforme. Voilà. Ok, très bien, impeccable. Attends, démonstration en direct, effectivement. Dès 7h du matin, croquer un bon radis, radis blanc. Goûter. Je le ferai après, promis. Je repartirai avec. Je m'engage. Alors, voilà. Ouais, ça c'est donc le radis blanc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille tout le produit. Les chefs aiment ce produit-là parce qu'ils travaillent même les feuilles. Ils font cuire les feuilles ou ils les déposent juste à une petite cuisson vapeur ou dans le beurre. Voilà, on peut travailler tout le produit. Parfait. Et alors, après, un de ces petits copains que vous avez ramené aussi. Petit copain, on va prendre une petite originalité. C'est vrai qu'ayant vécu au Japon, j'ai connu la diversité des légumes japonais. Et là, on est sur un légume qu'on appelle tatsai. Donc, un chou en rosette. Voilà, avec plein de feuilles au milieu. On dirait de la mâche un peu. C'est pas du tout ça, mais ça ressemble. Non, ouais, non, ça peut ressembler. Et on est sur une verdure d'hiver. Donc c'est intéressant d'avoir de la diversité au niveau de l'hiver. On pense que c'est une période creuse l'hiver au niveau des légumes, mais en réalité il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et notamment dans les verdures type chou et chou asiatique. C'est combien de références? On arrive déjà au bout, mais combien de références là vous cultivez tout au long de l'année? Combien de légumes différents ça représente? La dernière fois que j'ai compté, on est à 70 espèces. Donc une espèce, ça va être par exemple le poireau, mais après on a des variétés, on a plus de 300 variétés. Pour le poireau, je suis à 5 variétés de poireaux différents. Merci beaucoup en tout cas Olivier Durand d'être venu, c'était un réel plaisir et un réel plaisir de évidemment consommer vos produits. J'invite évidemment tous les auditeurs à se rapprocher de vous. Olivier Durand, vous êtes maraîcher aux Sorinières et vous fournissez effectivement l'ensemble des restaurants, peut-être en citer 2-3 très rapidement que vous fournissez sur Nantes. On va dire Lulu Rouget notamment. Oui.
Lugny aussi, et sinon on peut aller à Noirmoutier jusqu'à la Marine. Voilà, où vous retrouverez les légumes d'Olivier Durand dans ses assiettes de grand chef. La semaine prochaine, et vous pouvez retrouver d'abord cette émission sur les réseaux sociaux et sur lesonunique.com. Je recevrai semaine prochaine donc Frédéric Ploquin. Il est expert comptable et commissaire aux comptes. Il a participé à la rédaction de l'ouvrage Le Guide des associations. On fera une spéciale dirigeant d'association. À la semaine prochaine et excellente journée à tous les auditeurs de Sun. www.lesonunique.com